faut qu'on s'entraide entre nous, tu vois, parce qu'on est dans un monde de blancs créé par les blancs, fait pour eux, en fait. Malheureusement, je sais pas si cette phrase va subsister, mais mais c'est la réalité, en fait. La première question, présente-toi s'il te plaît. Alors moi, c'est Chris Macari, réalisateur d'origine antillaise. Euh, Ça fait plus de 20 ans que je fais ce travail. Je m'amuse super bien. J'ai commencé par les clips et en rencontrant Sébastien Onomo en 2016, j'ai bifurqué un peu vers la fiction avec une série qu'on avait réalisée, qu'il avait produite et moi réalisée pour Trace TV qui s'appelle Bête de son. Ensuite, on a continué ensemble sur la réalisation d'un épisode pour African Empires. Et voilà, je suis là et je suis super content de collaborer puis d'évoluer un peu dans ce milieu et tout. Et est-ce que tu peux nous présenter donc cet épisode-là d'African Empire? Alors, c'est l'épisode de Zulu, sur Shaka Zulu, sur la vie de Shaka Zulu et son impact sur le monde précolonial, colonial et contemporain. Et du coup, c'est un épisode que j'ai pris à bras le corps. Je me suis un peu identifié au personnage parce que Shaka Zulu comme moi, on a une relation très très forte avec nos mères respectives. Aussi dans le sens où un peu comme lui, j'ai essayé d'imposer mon style dans mon travail. Et je pense que ça a marché, hein. Aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de gens qui savent qui est Chris Macari. C'est pas que je me la raconte, mais je sais ce que j'ai fait et je sais ce que je vaux, donc voilà quoi. C'est toi qui as choisi de faire l'épisode sur Shaka Zulu? Du tout, c'est Sébastien Onomo qui m'a proposé cet épisode et je pense qu'il a bien trouvé parce qu'en plus Shaka Zulu c'est un personnage qui est comme je l'ai dit, qui a marqué son temps, qui a marqué aussi les époques, qui a influencé plein d'œuvres comme Black Panther ou même des comics ou bien même des films actuels, tu vois. Donc voilà quoi. Et qu'est-ce que ça t'a apporté donc de faire, parce que j'imagine que quand tu fais une série comme ça, tu fais des recherches sur le personnage pour mieux comprendre. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as découvert? Déjà j'ai découvert une autre facette de l'Afrique, d'un peuple africain qui est pour moi exemplaire et légendaire. Et puis ouais, en me cultivant, en apprenant plein de choses, j'ai découvert plein de termes, plein de plein de choses qui m'ont émerveillé en fait, notamment dans leur langue, ils cliquent beaucoup et c'est assez chantant, j'aime bien. Le fait d'avoir été en Afrique du Sud, ça m'a fait apprécier leur côté musical. J'aime beaucoup l'amapiano, par exemple, j'en parlais tout à l'heure. Et puis, plein de choses, en fait. C'est un voyage qui a changé ma vie, en fait. À ce point-là, changer ta vie? Ouais. Tu sais qu'on me dit souvent que Jean-Pierre Sec, que tu connais peut-être, Jean-Pierre Sec, voilà, mais pas que lui, hein, beaucoup d'autres m'ont dit que l'Afrique les a réconciliés avec leur humanité. Est-ce que ça te parle? Oui, c'est pas, ça date pas d'hier que je suis allé en Afrique, ça fait un petit moment quand même, mais c'est vrai que la première fois où j'ai été en Afrique, d'ailleurs c'était au Cameroun. Pour 9-3, tu peux pas tester? Ouais, exactement. Ouais, j'ai découvert une autre facette de moi-même, j'ai découvert une autre façon de penser, une autre façon d'approcher Ta négritude? Ouais, exactement, voilà, ma négritude, j'essaie de trouver un autre mot, mais oui, une autre façon d'approcher ma négritude et franchement, ça m'a touché, en fait. C'est un continent qui m'a touché, qui me touche. Il y a plein de peuples différents, j'ai fait plein de pays, mais le pays dans lequel je me suis senti le plus à l'aise, je dirais que c'est le Gabon. Je sais pas pourquoi, ouais. D'accord. Bon, je me suis senti vraiment à l'aise au Gabon. Vous êtes fait attaquer par un éléphant, non? C'est pas ça? Non, 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 non. Non, j'étais pas là, j'étais pas là. Mais le Gabon, l'Afrique du Sud, on va dire en deuxième parce que c'est vraiment un pays qui m'a émerveillé. J'aime bien le Sénégal, la Côte d'Ivoire, voilà quoi. J'ai été même au Congo, tu vois. Donc j'ai fait plein de pays, ouais. D'accord. Et tu as dit dans d'autres interviews que tu aimais raconter ce genre d'histoire plus que l'histoire des jeunes de banlieue. En fait, tu avais envie de mettre en valeur plus
ce type d'histoire? Est-ce que tu peux développer? Ben, en fait, c'était sortir de ma zone de confort, en fait. C'est que les gens m'attendent à, bah oui, à réaliser un film sur le banditisme ou je sais pas quoi, en fait, sur des jeunes de banlieue qui sont là, qui galèrent et tout. Mais il y a tellement de réalisateurs qui le font déjà. Donc, moi, j'essaie de prendre une autre direction, juste pour surprendre. Et puis ouais, puis c'est quelque chose qui m'enchantait de parler d'un personnage emblématique de l'histoire africaine en fait et de l'histoire mondiale en fait. Donc du coup voilà, tu vois, parce que Shaka Zulu, comme je l'ai dit, ne touche pas que qu'une qu'une entité, qu'un peuple, il touche vraiment au sens plus large le monde entier, tu vois. Ben il a influencé les gens dans la musique comme Afrika Bambaataa avec la Zulu Nation, tu vois. Donc c'est quand même quelque chose qui est plus grand que nous en fait, tu vois. Donc voilà, c'est ce qui me bottait en fait, plutôt que de rester concentré sur notre nombril, c'est-à-dire banlieue, deal, drogue et compagnie, c'est bon. Il y a plein de gens qui le font. Moi perso, pour le moment, je vise autre chose. Après peut-être que j'y reviendrai, on sait pas, tu vois. Voilà. Mais c'est quoi ta vision du coup? Si tu penses que notre jeunesse devrait s'inspirer de Shaka Zulu, ce serait sur quel type de problématique, sur quels aspects plutôt? Déjà sur l'aspect parce que chacun quand il est né à la base, enfin je dis pas qu'il devait pas naître, hein, c'est que il y a eu des complications. Son enfance était assez compliquée par rapport aux jalousies, aux problèmes qu'il y avait entre sa mère et son père. Et du coup, il a été chassé, ils ont dû fuir. Il a trouvé un mentor dans Dingy Soyo. Donc, moi, je dis que malgré toutes les épreuves qui nous accablent ou qui nous entourent, ben, faut garder la tête haute comme lui, tu vois, et faut redoubler d'efforts et s'imposer, tu vois. Voilà. C'est surtout ça, en fait, par rapport à la jeunesse, tu vois. D'accord. Voilà. Et lui, son histoire, elle est grande. Il y a eu plein de choses. Comme tu as dit, les problèmes avec sa mère, comment il a évolué par la suite. L'épisode, là, qu'est-ce que vous mettez en avant particulièrement? Est-ce que il y a des épisodes de sa vie que tu vas plus mettre en avant que d'autres? Parce que je pense que tu vas pas tout, vous avez pas tout couvert, quoi. Qu'est-ce que tu as mis en avant particulièrement dans cet épisode? Globalement, je pense qu'on a beaucoup mis en avant son idéologie, sa façon de penser et sa façon aussi de de vouloir imposer euh, son peuple et de vouloir imposer l'unification de son peuple, enfin des peuples autour du peuple zoulou, tu vois. C'est surtout ça qu'on a mis en avant. Et aussi, on a, enfin, on l'a dit, on l'a répété assez souvent que malgré le fait que les colons étaient déjà là, qu'ils faisaient déjà leur manigance et tout, ben chacun il a pas perdu de vue son sa vision des choses, même si ça a été difficile parce que ben il y avait aussi sa relation avec sa mère qui était très forte et quand il a perdu sa mère, ben il est un peu tombé dans une sorte de folie pendant un an, mais en fait il avait la vision de vouloir unifier tous les peuples à cette époque en une seule nation, en fait la nation Zoulou, tu vois. Donc moi je trouve que on s'est appuyé surtout sur ça en fait. Cet aspect-là. Oui. Et quand tu vois ensuite que on dit que le travail qu'il a fait d'unifier la nation Zoulou, d'en faire des guerriers surtout, c'est ce qui a permis ensuite de bien combattre les colons. Qu'est-ce que toi ça te dit par rapport au combat que nous on mène aujourd'hui? Je t'ai cité tout à l'heure en off cette phrase de Booba qui dit mon peuple anéanti jusqu'à la rébellion de l'Afrique et des Antilles. Est-ce que on peut puiser dans le savoir de Chaka, dans ce personnage pour nous aussi être forts et peut-être demain nous rebeller? Ben oui, mais il faudrait se rebeller de façon vraiment intelligente, c'est-à-dire faire des conglomérats. Faut que la diaspora fasse des conglomérats. Faut qu'on s'entraide entre nous, tu vois, parce qu'on est dans un monde de blancs créé par les blancs, fait pour eux, en fait. Malheureusement, je sais pas si cette phrase va subsister, mais mais c'est la réalité en fait. Donc du coup, il faut qu'on s'en rende compte, il faut qu'on s'unisse, il faut arrêter les jalousies, les guéguerres qui n'ont pas lieu d'être et voilà quoi. Faut s'entraider. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Et que t'inspire la phrase Afrique Résurrection? Afrique Résurrection, bah, c'est une phrase qui inspire l'espoir et l'envie de justement de se relever et d'avancer ensemble en fait. Moi, c'est ce que ça m'inspire. Donc toi, tu penses que, en fait, j'ai l'impression que dans ton discours,
il y a beaucoup de panafricanisme. Le panafricanisme, c'est la nécessité de se réunir en un seul, en tout cas dans un groupe plus fort. Et toi, tu te reconnais là-dedans? Parce que ça ressort beaucoup de ce que tu dis. Bah ouais, moi j'ai pas peur de l'échange, et moi je me reconnais dedans et je pense qu'il y a que comme ça qu'on va réussir à s'en sortir, parce que si on commence à chacun fait son truc de son côté, l'homme, il est comme ça, tu vois, mais je pense que on devrait agir différemment, on devrait s'entraider et se pousser les autres, en fait, tu vois. Et faire fi finalement de toutes nos difficultés, parce que c'est ça aussi, de toutes nos différences. C'est ça la vraie difficulté. Et quand je parle, hier, j'étais à l'EDEC et on faisait une conférence sur le panafricanisme. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, oui, mais on est trop différents, que ce soit les gens du Maghreb et même dans l'Afrique subsaharienne, il y a aussi beaucoup de différences. Comment on fait? Et même avec les Antillais, il y en a plein qui disent, les Caraïbéens, même maintenant je dis, il y en a plein qui disent qu'ils sont même pas africains. Donc comment on fait pour nous unir malgré tout ça? Bah, faut juste une cause commune, en fait, c'est-à-dire arrêter de se faire couler par par des idéaux qui n'ont pas lieu d'être. Et je pense que une fois qu'on aura compris ça, ben là, tout le monde pourra s'unir, en fait, tu vois. Mhm. C'est le seul, pour moi, c'est la seule manière d'avancer ensemble, main dans la main. Ouais. Ouais. Mais quand il faut juste, c'est difficile. Enfin, aller au-delà du faux juste, tu vois. C'est comme un enfant, s'il s'éduque pas, ben, il va être gâté toute sa vie. Donc, il faut s'éduquer et se relever, et relever la tête et marcher ensemble. Ah, j'aime l'idée. Et s'éduquer, comment est-ce que toi tu t'éduques pour aller dans ce sens-là? Ben, en regardant des documentaires comme African Empires, en ayant de plus en plus de projets comme ça, en se cultivant, en créant des colloques et des manifestations pour que les jeunes puissent apprendre de leur culture. Et il y a que ça, en fait. Il y a que la culture qui peut changer le monde, en fait. Si les gens restent coincés dans on a dit que, ou ceci, cela, ben ouais, on va jamais avancer, tu vois. Donc, des projets comme ça, c'est pour ça qu'ils sont importants, en fait, tu vois. Ouais. Toi, tu penses que c'est tes voyages, notamment sur le continent africain, et même peut-être ailleurs, qui t'ont permis de mieux comprendre? Et est-ce que ça t'a permis aussi de dire, en fait, on est pareil? Est-ce que tu as ressenti cette unité culturelle là? En fait, je suis très conscient qu'on a des différences culturellement et autres, mais on a des choses qui nous rassemblent, comme la musique, les rythmes musicaux, les chants, certaines danses. Donc du coup, de là déjà, on peut déjà se rapprocher. Et puis après, ben, la couleur de peau, même si je suis plus clair par exemple que toi, mais je suis noir, on est noir, tu vois. On est noir, donc du coup, ça peut rapprocher. Il y a plein de choses qui peuvent rapprocher en fait. Et il faut trouver une cause singulière et avancer ensemble. Non, on est d'accord. Je crois que dans le titre du podcast, on va parler d'unité, tu vois. Et mais justement, est-ce que tu as déjà eu à cœur de créer des collectifs de réalisateurs pour être plus fort, ce genre d'initiative? Est-ce que c'est des choses qui te parlent? C'est des choses qui me parlent, mais c'est très compliqué parce que les réalisateurs ont beaucoup d'ego. Donc du coup, c'est pas évident de demander à certaines personnes, vas-y, tu veux pas qu'on s'unisse et tout. Donc voilà. Après, moi, c'est vrai que je prends certains réals sous mon aile parce que ce sont des gens que j'ai appris à connaître, que j'ai rencontrés. Mais c'est vrai que c'est pas évident de s'unir entre réalisateurs. Donc après, je sais pas, peut-être que les choses changeront, tu vois. Mais en tout cas, ouais, moi, s'il y a des gens qui veulent travailler avec moi, n'est-ce pas? Ouais, du coup, moi, je suis là, il y a pas de problème. D'accord. Non, parce que je me dis peut-être que quand on est au début de sa carrière, c'est plus difficile, mais qu'aujourd'hui, si toi, tu commences à appeler les gens, t'as peut-être plus cette position de leadership là, plus cette position de leadership là pour le faire aujourd'hui, non? Est-ce que c'est pas plus facile, toi, quand t'appelles quelqu'un, tu dis viens, que il y a peut-être 15 ans ou 20 ans? Ben, en fait, je l'ai déjà fait, mais comme je t'ai dit, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, ils ont beaucoup d'ego. Donc, il y en a qui viennent, après, il y a des petites paroles, des petites phrases, ils veulent pas vraiment comprendre, ils veulent pas vraiment apprendre. Donc, du coup, moi, je me retire discrètement, tu vois. Mais ouais, ouais, j'ai déjà fait plein de fois. D'accord. Et là, c'est quoi tes projets maintenant, du coup? Ouais, après avoir fait African Empire. C'est secret, mais ça va être dans la même mouvance, je pense. Ça va être dans la même façon d'aborder la culture. Mais pour le moment, moi, je suis pas trop, j'aime pas trop dire ce que je vais faire. En fait, je préfère garder
une longueur d'avance et voilà. De toute façon, il y aura des clips, il y a des images qui vont arriver. Faut suivre, faut suivre. Voilà. Je me souviens, mais je crois que c'est à l'époque de 9-3 tu peux pas test. Je suis tombé sur ton site internet à l'époque qui s'appelait Chimbered. C'est comme ça que j'ai découvert. Oui, c'est vrai, en plus, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi, Chimbered? Qu'est-ce que ça inspire? Alors, je te corrige un petit peu. Je l'avais mal écrit à l'époque parce que je l'avais francisé, mais en fait, c'est Tienbered. Ouais, Tienbe qui veut dire tenir bon. Tienbered, ça veut dire tenir bon. En fait, c'est une phrase que mon père me disait tout le temps à chaque fois qu'on raccrochait. Enfin, oui, qu'on raccrochait, mais aux Antilles, enfin, en Martinique, parce que en guadeloupéen, on dit Quimbe, mais en créole martiniquais, on dit Tienbe, et Tienbe, ouais, c'est tenir, en fait, tu vois. Et donc, Tienbe raide, c'est tiens bon. Et ouais, c'est une phrase d'encouragement. Ben, mon père me disait tout le temps ça, ben, depuis que je suis petit, mais surtout, depuis que je les ai quittés pour venir, faire mes études en métropole et puis depuis que je suis là depuis, tu vois. Donc c'est tout le temps tiens Béred, garde la pêche, accroche-toi, voilà quoi, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui t'aide à tenir bon, justement? Bah franchement au début c'était une envie d'imposer ma vision au monde. Ensuite bah, c'est pour ça que j'avais appelé ma société Tienbered Production. Ensuite Tienbered c'est une sorte d'idéologie qui est devenue quotidienne, ça veut dire que tous les matins, ben, je prie, après, j'ai de la gratitude, après, ben, je me dis, OK, aujourd'hui, t'as ça à faire, tiens bon, accroche-toi, c'est pas évident tous les jours, mais il faut y arriver, puis voilà, c'est une idéologie, en fait, qui est devenue mienne. T'as écrit des choses chez toi avec Chimbered un peu partout sur ton vision board. Ouais. D'accord. Et, donc, tu disais que je te posais la question tout à l'heure en off de l'éthique de travail. Je sais que tu as dit à plusieurs reprises que tu étais fan de basket. Et moi, parmi les joueurs de basket qui nous inspirent le plus, il y a Jordan, forcément, mais il y a aussi Kobe Bryant. Et on dit que la grande distinction de Kobe par rapport aux autres, c'est son éthique de travail, sa capacité à se lever très tôt le matin quand les autres dorment encore. Et je me dis toujours que c'est pas possible qu'on arrive à ton niveau si on n'a pas une éthique de travail différente du reste de la population. Est-ce que c'est le cas chez toi? Est-ce que tu trouves que, enfin, est-ce que tu penses que... Ben déjà, c'est cool que tu dis ça, mais je suis humble en disant mon niveau, il est pas encore vraiment atteint, mais je suis pas encore là où je voudrais être, mais bon, j'espère que ça viendra bientôt. Et ensuite, oui, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de nuits à travailler pendant que les autres faisaient la fête. Je me réveille super tôt, j'essaie de prendre soin de moi, parce que peu de gens le savent, mais je suis atteint de la drépanocytose, donc c'est pas tout le temps évident, mais c'est vrai que beaucoup plus tôt, enfin je le fais moins maintenant, mais bon, même si j'ai une éthique de travail qui est particulière, mais c'est vrai qu'avant j'étais très à telle heure tu dois faire ci, à telle heure tu dois faire ça, on regarde des tutos pour t'entraîner, fais ci, fais ça. Et c'est vrai que bah si on a la même éthique que Kobe, bah c'est sûr que au bout d'un moment ça paye en fait. Au bout d'un moment tu vois le changement, tu sens les choses évoluer et voilà. Et je trouve que bah lui c'est pour ça qu'il est devenu qui il est, enfin qu'il était, paix à son âme, mais en tout cas ouais il faut avoir une éthique de travail, il faut être concentré sur ses objectifs, sur sa vision et voilà, ça paye. Parce que souvent, dans le milieu artistique, on sent que les gens se laissent aller. Tu vois, là, par exemple, on avait rendez-vous, t'es arrivé avant nous, t'étais à l'heure. J'imagine que tu prépares, tu disais tout à l'heure que tu essaies toujours de te renseigner sur la personne qui t'interviewe, donc tu te prépares beaucoup. Si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui veut se lancer sur cette éthique de travail-là, quelles sont les choses que ces jeunes-là devraient mettre en place pour pouvoir performer à leur poste? Bah déjà il faut prendre conscience de là où on veut aller, ce qu'on veut faire vraiment de sa vie. Et une fois qu'on prend conscience de ça, ben on met à côté les distractions, les, les distractions futiles. Mais faut pas oublier sa famille, faut pas oublier ses amis proches, même si les amis ça va, ça vient et que on en aura toute notre vie, qu'ils soient intéressés ou vraiment présents. Mais ouais, faut être concentré sur son objectif et faut prendre conscience de qui on est et où on veut aller en fait. Voilà. Et après, une fois qu'on prend conscience de ça, ben on met en place
un programme qui fait que on structure en fait son avancée en fait. Mhm. Donc toi, tu te sens plus comme étant un stratège, quelqu'un qui dit voilà, moi j'ai un objectif et voilà les étapes que je dois atteindre pour atteindre cet objectif-là. Et donc tu vas suivre ce plan-là pour y arriver. T'arrives à suivre. Alors je te dis pas que je suis un fin stratège parce que il y a des jours où la stratégie tu la suis pas parce que quand t'es fatigué, quand t'es ouais voilà quand t'es malade ou autre. Mais c'est sûr qu'à un moment donné la petite voix intérieure parce qu'en fait je me considère encore comme un lionceau en fait tu vois même si voilà mais la petite voix en moi me dit écoute Christian il faut pas que tu perdes de vue ton objectif, faut que tu saches où tu veux aller et voilà. En fait, je pense qu'il faut s'écouter en fait, faut s'écouter et mettre en place des choses qui nous permettent d'avancer. Et moi, ça me surprend quand tu dis que tu te considères comme un lionceau. Après 20 ans de carrière, après tout ce que tu as réalisé, même si, mais ça, je vais te poser après la question de où est-ce que tu veux aller encore. Mais comment tu peux te considérer comme un lionceau? Si toi, t'es un lionceau, nous, on est quoi? Pa- parce que en fait tu sais même si j'ai l'âge que j'ai et même si je peux paraître très adulte mais je n'oublie pas le jeune, le petit que j'étais il y a quelques années et qui rêvait justement, par exemple, de voyager ou de faire certaines choses. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quasiment dépassé beaucoup d'objectifs. Il y en a que j'ai pas encore atteints. Et c'est pour ça, en fait, que je me considère encore comme un novice, tu vois. Et une fois que j'aurai approché ou atteint mes vrais objectifs, là, je vais me dire, ah ouais, là, ok, là, maintenant, je suis devenu Mufasa, tu vois. Mais pour l'instant, je suis Simba. T'es encore Simba. Et c'est quoi ton objectif ultime? Parce que c'est vrai que nous, on dit toujours, je crois que c'est Sénèque qui disait, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui sait pas où il va. Donc, pour aller loin, faut déjà avoir cette vision, cet objectif lointain. Et toi, ton goal ultime, c'est quoi? Ce serait de faire, après, je sais pas si je dois le dire parce que ça peut peut-être me porter préjudice, mais ce serait peut-être de faire des choses qui touchent la communauté, tu vois, comme je l'ai fait avec Chaka Zulu, tu vois. Déjà, c'est un premier pas. Il faut que j'en fasse un deuxième, un troisième, et après peut-être des plus grands formats, tu vois. Ah, ok. Tu te vois comme un Spike Lee? Parce que je sais que tu parlais beaucoup. Spike Lee, il a déjà fait plein de choses que j'ai pas encore faites, mais non, je me considère comme Chris Macari qui suit son chemin, sa voie et un jour, peut-être que je ferai une œuvre qui sera vue par le monde entier et voilà, quoi, tu vois. D'accord. Et si tu devais retrouver le Chris Macari de 2004, quel conseil tu lui donnerais? Wow! Euh, quel conseil je lui donnerais? Je lui dirais de pas s'en faire, que sur la route, la route, elle sera jonchée d'épines, mais que ça va pas faire mal, en fait. Juste te concentre pas sur la douleur, avance, et tout va bien se passer. Et puis aussi, sois moins ouvert à certaines personnes, et garde de vue ton objectif. Voilà, c'est ça que je lui dirais, en fait. Tu penses que le fait de s'ouvrir, ça peut nous Ouais. faire dévier de nos objectifs? En fait, moi, je suis un gars ultra gentil et je sais qu'il y a plein de gens qui en ont profité. Donc, du coup, je lui dirais, tranquille, t'inquiète. Ouais. Et c'est marrant, tu as parlé du K54 dans une interview, et je discute souvent avec Amadoun, qui m'a dit justement, ça, avec lequel on parle de ça. Parce que moi aussi, je suis un nounours, tu vois. Et lui aussi, bon, même s'il est un peu plus, il a l'œil un peu plus avisé parce qu'il est plus âgé, mais il me dit que les méchants, ils réussissent pas dans le business. En vrai de vrai. Et que, quand t'es gentil, bah, finalement, tu crées un écosystème autour de toi qui va t'aider à faire de grandes choses. Qu'est-ce que t'en penses avec le recul? Moi, je pense sincèrement en fait, il y a une phrase que ma mère me répétait souvent, c'est 100 jours pour le voleur, un jour pour le maître, en fait. Ça veut dire que t'es méchant, pendant X temps, tu vas faire la mala, comme les jeunes disent, ouais, tu vas te la raconter, tu vas avoir tous les business que tu veux, toutes les voitures, tout ce que tu veux, tu vas avoir tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, quand le gentil va arriver et que, voilà, qui sera aidé par Dieu, par tout ce qui l'entoure, ça va être ta fin, en fait. Donc, tranquille. C'est vrai que
que les bâtards réussissent beaucoup plus que les gens qui sont cool. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est ça. En fait, c'est comme l'adage qui dit le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Ben, c'est la même chose en fait. Tu vois, les gens bons prennent plus de temps à réussir, mais ils réussissent en fait. Voilà. S'ils gardent leur objectif C'est ça. en vue. Voilà. Ils lâchent pas. S'ils l'abandonnent pas en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Et à quoi ressemble l'Afrique de tes rêves? Ouh. À un peu de toutes les cultures mélangées dans un seul pays, comme tu disais tout à l'heure, Wakanda, tu vois, mais et ouais, c'est un peu un mélange de toutes les cultures, une Afrique qui arrive à exploiter ses richesses, arrive à que tous ces peuples s'unissent ensemble, sans magouille, sans malversation et autres, que l'Afrique soit moins influencée par l'Occident et qu'elle sache aussi s'imposer mondialement et de façon universelle, tu vois. Mais ça arrive, hein, il y a plein de pays d'Afrique qui arrivent à s'en sortir, enfin, qui essayent et arrivent. Et voilà, quoi, tu vois. Parce que là, on sent qu'il y a un renouveau, et surtout qu'il y a une hype même autour de l'Afrique. Ouais. Comment tu vois ça? Tu vois ça d'un bon œil? Bah oui, bah, que ce soit musicalement ou au niveau du cinéma, c'est toujours bien que la culture, justement, arrive à imposer, c'est cool que la culture arrive à s'imposer, tu vois, mais après il faudrait qu'il y ait autre chose que la culture elle-même. Il faudrait qu'il y ait plus les sciences, les méthodes de travail, les technologies et autres. Surtout que le continent africain est riche en fait, tu vois. Ben, nos téléphones portables, voilà quoi, et autres, tu vois. Donc voilà. Moi je suis antillais, je connais pas toute l'Afrique, mais de ce que je vois, je pense que il y a vraiment des moyens de s'en sortir en fait. Voilà. Sans se laisser blouser par les autres pays ou les autres continents. Ok. Et dans une Afrique idéale, donc dans un Wakanda, quel rôle toi tu jouerais? Mon rôle actuel, je pense que je serais un réalisateur qui ferait avancer la culture. Ou ouais, je pense. Hein, moi, je me sens bien en tant que réal. À la base, je voulais pas du tout être réalisateur. À la base, je voulais être architecte. Et bon, j'ai écouté ma voix intérieure et puis je suis là. Mais bah ouais, je pense que je ferais un métier soit manuel ou soit artistique comme je fais en ce moment. Ouais. Ouais. Tu peux te voir toute ta vie dedans, quoi. Ouais. Tu penses que tu resteras avec cette caméra jusqu'au bout. Ouais. T'as pas une autre carrière où tu te dis, ah, ça là, ça m'intéresserait aussi. Si j'étais celui que j'étais actuellement, ouais, non, je pense que je serais encore réal, réal. Mais c'est vrai qu'un métier beaucoup plus posé posé, beaucoup plus structuré comme l'architecture ou la médecine, ouais, ça m'aurait plu, tu vois. Parce que j'aime un peu aider, ou peut-être un professeur d'histoire géo. Ouais. Ah, ouais. C'est original ça. J'aime bien l'histoire-géographie. D'accord. Donc voilà, ouais. Ok. Je sais pas si tu sais, mais toi tu te considères comme un entrepreneur? Moi? Oui. Ouais, sûrement. Je sais pas. Non, moi je me considère comme un homme qui suit sa voie, c'est tout. Ouais. D'accord, ok. Bon, je pense de fait d'un entrepreneur dans la mesure où tu développes tes activités, tu parlais d'une entreprise tout avant, Timberet, qui existe, non, Timberet, t'as dit? C'est ça, Timberet. Ouais. Qui existe plus? Ça a fermé? Ouais, fermé. T'as changé? T'as transformé? Ok. Mais on dit que les entrepreneurs sont particulièrement exposés aux problèmes de santé mentale par rapport au reste de la population. Comment est-ce que t'en es conscient, pardon, et comment est-ce que tu te préserves? Comment est-ce que tu préserves ton équilibre mental? Alors, au début, quand t'es un entrepreneur, moi, je te dis comment je l'ai vécu. Au début, j'étais très égocentrique. J'étais très concentré sur ma petite personne parce que je voulais vraiment atteindre mon but. Et mon but, c'était déjà de faire un clip. Donc donc voilà. Bon, ben, je pense que je l'ai atteint plus de 500 fois, donc ça va. Ensuite, j'ai appris à cultiver l'humilité parce que, en fait, j'ai appris à déléguer, à travailler avec d'autres personnes et tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand tu t'attaches
à des collaborateurs ou à des gens et tu places des espoirs en eux ou autres, tu peux être touché. Donc ta santé mentale peut être touchée. Mais très vite, c'est bizarre de dire ça, mais je me suis pas renfermé, mais je me suis protégé. Je me suis créé ma propre bulle, même si j'ai des amis un peu à droite à gauche, enfin des amis, des connaissances, on va dire, parce que j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai des connaissances et je me suis appris, enfin j'ai appris, pardon, à me protéger du monde extérieur et à surtout ne plus trop faire confiance aux gens, en fait, tu vois, à ce que les gens disaient, en fait, tu vois, m'envoyaient comme information. Mais c'est vrai que la santé mentale, elle est très exposée quand tu es entrepreneur parce que, comme je t'ai dit, tu places des espoirs dans des contrats, dans des gens, dans des paroles des fois, ou voilà. Et c'est vrai que bah ouais, il faut se protéger de tout ça et bah des fois faut consulter. Ça m'est arrivé de consulter, j'en ai pas peur, je m'en cache pas. Euh, Faut voyager beaucoup. La chance que j'ai, c'est que j'ai beaucoup voyagé, donc du coup, et je voyage encore, donc du coup, ça me permet de voir autre chose. Si jamais j'ai envie de me couper du monde dans lequel je suis, ben je prends un billet, clac, je vais ailleurs. Donc voilà. Ou sinon, faut se faire des cadeaux, s'acheter des petits trucs de temps en temps, et puis voilà, tu vois. Mais le truc, c'est que elle est exposée la santé mentale et faut en prendre soin et puis il faut surtout ouais s'écouter soi-même, écouter la petite voix intérieure. C'est surtout ça. C'est marrant parce que cette question, ça fait peut-être 2 ans que je la pose. On m'a jamais parlé des voyages comme étant ça. C'est ça que je ressens. Je me souviens en 2012, je faisais un petit burn-out, tu vois. J'avais envie de tout arrêter, mais vraiment tout arrêter. Et parce que en fait, je voulais atteindre des objectifs que j'avais pas atteints. J'avais déjà fait plein de clips, hein, tu vois. Et 2012, c'était vraiment mon début avec la personne avec laquelle j'ai le plus travaillé, qui est Booba, tu vois. C'était mes débuts avec lui. Ça devait être ma deuxième année avec lui, je crois. Ou non, c'était ma troisième année, pardon. Mais sauf que j'avais déjà beaucoup voyagé avec lui, tu vois. Bon, j'étais un peu essoufflé. Je faisais un burn-out. Et en fait, je voulais passer à un autre stade, tu vois. Je voulais faire de la fiction ou autre. Je me souviens plus trop ce que je voulais faire. Et en fait, j'étais beaucoup attiré par le Canada. C'est un pays qui m'a toujours attiré, tu vois. Et du coup, je me suis dit quoi, tu sais quoi, vas-y. Pendant 2, 3 semaines, plaque tout, prends quelques économies et paye-toi un billet d'avion et va à Montréal. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Je suis allé à Montréal, j'avais des connaissances là-bas, je me suis payé ma chambre d'hôtel, je suis resté avec eux, on discutait, ça m'a changé d'air. Mais en fait, j'avais quand même cet appel de mon cocon qui me disait reviens. Maintenant que tu t'es ressourcé, maintenant reviens en fait. Donc du coup, tu vois, ça aide en fait de voyager en fait, tu vois. J'aurais pu aller ailleurs, hein, j'aurais pu aller en Martinique, mais je voulais sortir de ma zone de confort en fait, parce que si j'avais été en Martinique, je serais couvé par mes parents ou enfin, couvé. Tu m'as compris, mais ouais, ça aurait été trop facile en fait. Ça aurait duré un temps et après je me suis dit vas-y. Mais là, le fait d'avoir été dans un autre pays, dans un autre environnement, en plus il faisait froid, je me souviens, il neigeait. C'est ça, c'est le froid là-bas, là, c'est compliqué, là. Il tabasse, hein. Il tabasse, mais non, j'étais cool, j'ai vu d'autres paysages, j'ai vu d'autres choses, j'ai pu discuter avec d'autres personnes et tout. Et voilà, quoi, tu vois, ça m'a fait du bien. Ça te permet de garder l'équilibre, quoi. De couper, de te ressourcer au final. C'est ça surtout l'expression. Exactement. D'accord. Et on dit que, je sais pas si je pense que tu crois à ça, tu l'as un peu évoqué, le pouvoir des habitudes, tu en as beaucoup parlé. En tout cas, tu t'es dit qu'avant tu faisais beaucoup, c'est ça. Quelles habitudes tu as mis en place dans ton activité, dans ton business, qui ont été game changer? Je veux pas donner ma science à tout le monde, mais non, je rigole. Je rigole. Non, en vrai, c'est simple, hein, je me réveille 5 heures du matin. Hier, je vais pas mentir, j'ai arrêté, mais avant, c'était sport, de 5h30 jusqu'à 6h30. Petit déjeuner, non, douche, petit déjeuner, et après, repos, un peu, ou lecture, et après, à partir de 9h, c'est la journée commence, donc c'est taf et compagnie. Et après, quand j'avais des tournages, là, je te parle quand je suis au calme, quand j'ai pas trop de trucs, mais après, quand j'ai des tournages, c'est, en fait,
le truc que j'ai remarqué, c'est que quand je suis à l'heure, quand j'arrive tout le temps à l'heure ou en avance, en fait, j'ai le temps d'appréhender mon espace, mon environnement, mon lieu de travail, et du coup, ça me permet quand je suis, quand je suis en tournage, ça me permet d'anticiper si jamais il y a des retards ou si jamais il y a des galères. Et en fait, ça me permet aussi d'être en, en osmose avec mon environnement dans lequel je vais travailler. Donc, du coup, ouais, c'est être à l'heure, être assidu au travail et puis avoir une vie assez saine, tu vois. Je sors pas beaucoup, je suis pas trop un gars qui va en boîte de nuit, qui fait la fête. Je bois pas d'alcool, je fume pas. En fait, j'ai une vie ennuyante pour certains, mais qui me permet moi d'avancer là où je veux, en fait, tu vois. Donc voilà. Mais alors, je sais pas, moi je pense que tu connais Tefa, le réalisateur ou le producteur plutôt. Et lui, il disait que justement sortir en boîte, c'est ce qui l'aidait à trouver des clients et à trouver du business. Ouais, mais lui, il fait de la musique. Ouais, effectivement. Musique, moi. En boîte, je vais faire quoi? Je vais étudier. Ouais, lui, il a. Tu vas rencontrer des artistes, tu vas rencontrer des... Non? C'est pas mes potes. C'est pas mes potes et en vrai, genre, j'en rencontre tellement sur les tournages que c'est pas mes potes. C'est juste des amis enfin, non. C'est juste des collaborateurs de Ouais, travail. c'est ça que je comprends. Mais moi, ma question, c'est plus, moi, je parle beaucoup de networking, tu vois, et donc de l'importance du réseau pour pouvoir développer nos activités et nos business quand on a du business. Toi, comment tu fais, du coup, pour développer ton business sans sortir? En travaillant, en ayant imposé mon nom, en ayant travaillé de telle sorte à ce que je n'ai plus besoin de networker, en fait. Ah, ok. Mais voilà, C'est ton projet qui parle pour toi. voilà, c'est ça. Je me la raconte pas, hein. C'est juste, comme je sais que je suis pas un gars qui aime beaucoup sortir, donc je me mets à fond dans le taf quand j'ai du taf et voilà, ça me permet justement d'imposer mes images et que les gens se disent ah pourquoi je collabore pas avec Chris Macari parce que j'aime bien ce qu'il fait et tout. Et après après bien sûr si l'artiste ou la personne qui veut travailler avec moi a besoin de qu'on se voit ou qu'on discute, bah oui, je vais me déplacer, tu vois. S'il faut aller en boîte de nuit, je vais aller en boîte de nuit, tu vois. Voilà. Mais je suis pas trop un gars des boîtes et tout. Moi, j'aime pas trop le monde de la nuit. Je trouve que c'est un monde malsain, tout ça. Donc, c'est ma vision à moi. Donc, voilà. Ça ne tient qu'à moi. Voilà. C'est ce qu'on a besoin d'entendre. Ok, dernière question. Notre audience, c'est la jeunesse noire qui vit en Occident, dans les Caraïbes aussi, et un peu en Afrique. Quel message tu veux absolument que cette jeunesse-là retienne de ce temps qu'on a passé à échanger? Quel message tu veux absolument qu'ils retiennent? Le même message que je donne à tout le monde que je rencontre, c'est de croire en soi, de pas lâcher l'affaire et de toujours travailler pour atteindre ses objectifs. Et même si les objectifs ont l'air difficiles à atteindre, il y aura toujours une petite porte qui va s'ouvrir et si elle s'ouvre, ben, faut y aller et faut avancer, faut courir, faut défoncer les autres portes, en fait. Faut pas avoir peur. Faut se protéger, mais faut croire en soi et faut avancer. Mais je suis obligé de poser cette question. Et quand tu l'as dit la dernière fois, je me suis posé cette question aussi. Croire en soi, ça s'invente pas, en fait. Comment tu fais pour croire en toi? Ça se choisit pas. Je sais, ça se choisit pas, mais par exemple, il y a des gens qui sortent de situations un peu complexes dans leur vie, des divorces, je sais pas moi, des agressions ou autres, tu vois. Mais on n'est pas sur Terre par hasard, en fait. Chacun de nous a un objectif, chacun de nous a quelque chose à faire, en fait. Donc, si t'es là, c'est que t'es là pour une bonne raison. Même si c'est pour ouvrir la porte à une grand-mère, même si c'est pour ramasser le ticket de métro de quelqu'un qui vient de tomber, même si c'est pour relever quelqu'un qui pleure. C'est pour ça qu'il y a des psychologues, c'est pour ça qu'il y a des médecins. On est là pour une chose, pour une raison. Donc, du coup, crois en toi, en fait. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Crois en toi. Ok. Et voilà. D'accord. Bah, Chris, merci en tout cas. Merci à toi. Et j'invite tout le monde à aller écouter, regarder African Empire Ouais. sur TV5 Monde, pardon. Voilà.